Bien. Donc, donc pour la suite, donc on va essayer de voir comment sécuriser nos applications en utilisant donc les protocoles O2, OpenID Connect, et donc avec bien sûr Keycloak. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord démarrer Keycloak et on va l'utiliser. Alors pour cela, donc je peux directement aller vers. Je vais créer en fait terminal. Donc, alors pour notre cas, nous avons Keycloak qui est installé dans Users. Donc, document. Document. Tools. Après Keycloak. Keycloak 23. Voilà. Alors dans le dossier bin. Donc je rappelle pour démarrer Keycloak, donc on utilise. Vous suivez? Oui. Alors donc ici donc on va utiliser kc.sh. Alors bien sûr si vous travaillez avec Windows, vous utilisez kc.bat start dev. Alors par défaut Keycloak utilise une base de données H2 file. Mais je vous ai déjà montré auparavant comment démarrer aussi Keycloak avec une base de données comme par exemple Postgres ou en production. Vous avez également un exemple dans lequel vous allez voir comment démarrer Keycloak avec Docker. C'est plus pratique de travailler comme ça. Alors par défaut, le port utilisé c'est le port 8080. C'est-à-dire Keycloak utilise le port 8080. Mais si le port 8080 est déjà occupé, vous pouvez utiliser donc un numéro de port avec l'option HTTP port. Normalement, si vous mettez 80, je sais pas. En tout cas, donc ça c'est, je pense, c'est l'option que si jamais le port 8080 est utilisé, vous pouvez utiliser l'option HTTP port si vous voulez changer le numéro de port. Oui. Oui, pour Windows. Non, si vous mettez pas le port, par défaut, c'est le port 8080. C'est la même, parce que je suis dans le Mac. Mac OS, c'est SH. Au Windows, c'est le point .bat. Mais pour le reste, c'est la même chose. Donc, si Keycloak est démarré, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut, je vous rappelle que pour travailler avec Keycloak, il faut donc accéder à son interface d'administration 8080. Alors, par défaut, il vous demande de créer un utilisateur avec un mot de passe admin. Alors, ça, c'est déjà créé. On a déjà créé un utilisateur admin avec le mot de passe admin. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Keycloak? Il faut créer d'abord un realm. Alors, créer un realm. Donc, je rappelle que le realm, c'est l'ensemble des applications à sécuriser. Alors, dans notre cas, on va créer un realm qu'on va appeler par exemple Ecom Web App. Je l'appelle comme ça. OK, créer. Alors, dans ce realm qui est sélectionné, vous voyez donc les realms, ils sont là. Donc, dans ce realm que je viens de créer, et comme Web App, celui-là, on va créer des clients. Donc, quelles sont les applications qu'on veut sécuriser? Alors, chaque front-end, par exemple, ici, nous avons un front-end Angular, on va créer un client. Quand on va créer un front-end, par exemple, TeamLeaf, on va créer un autre client. Chaque front-end de l'application, il faut créer un client. Alors, ici, donc, je vais créer un client. Alors, pour ce client, on va lui donner un nom. Donc, ça, c'est, je vais l'appeler front-end Angular. Je peux lui donner un nom quelconque.
Ça, c'est le nom du client. Front-end Angular Client. Next. Alors, je garde les options par défaut. Pas de problème. Next. Alors, généralement, il y a un certain nombre d'options qui sont importantes. Principalement, c'est les valid redirect URI. Vous savez, en fait, O2, quand vous tentez d'accéder à une application, l'application, il va nous rediriger vers Keycloak. Et quand on est redirigé vers Keycloak, il faudrait autoriser à Keycloak les URI des applications qui sont autorisées. Alors, dans notre cas ici, je connais déjà, par exemple, je sais déjà que ça se passe au niveau de HTTP. Je sais que mon front-end, par exemple, se trouve en localhost 4200. Donc, je vais mettre tout simplement 4200 / étoile. C'est-à-dire toutes les URI à base de localhost 4200, c'est autorisé. Si jamais une application qui se trouve dans ces URI me redirige vers Keycloak, elle va accepter. On peut ajouter d'autres URI, bien sûr, par la suite. Donc, ça, c'est les URI qui sont autorisés. Alors, il y a également un détail qui est très important, c'est le Web Origins. Parce qu'en fait, le front-end Angular, c'est qu'à un moment donné, quand on est authentifié, l'application Angular, il va envoyer une requête HTTP vers Keycloak pour récupérer le token, le ID token, JWT. Donc, quand il va envoyer une requête en backend channel pour récupérer le JWT, ben, il y aura le problème d'IL Corse. C'est-à-dire, si Keycloak n'autorise pas le domaine, ben, on sera bloqué. Donc, ce qui fait que dans la partie Web Origin, il faut également, normalement, il faut déclarer, voilà, donc ici 4200 aussi. C'est-à-dire, j'autorise, donc pour ce client, j'autorise les applications, toutes les pages qui se trouvent dans ce domaine, j'autorise le Corse, c'est-à-dire j'autorise, c'est-à-dire l'envoi de requêtes HTTP. Bon, ça c'est les informations principales, mais après vous pouvez ajouter les autres, donc ça c'est des éléments importants. Ok, save. Donc vous créez le client, save, ça c'est créé. Après on va créer des utilisateurs. Dans notre application, on va créer un utilisateur user1 par exemple, avec l'adresse mail user1, first name, last name, etc. Je crée un utilisateur, je crée son mot de passe dans la partie credentials, je vais lui attribuer un mot de passe 1234, un mot de passe qui n'est pas temporaire, parce que sinon par défaut c'est temporaire, ça veut dire quand un utilisateur va s'authentifier, il doit modifier son mot de passe. Alors ici, donc pour le moment, on va créer un mot de passe permanent parce qu'on va tester avec cet utilisateur, save. Et puis je vais créer un utilisateur user2. Alors user2 avec le mot de passe user2. Par exemple ici, je mets un nom et un prénom. Save. La même chose, mot de passe 1234. Mot de passe qui n'est pas temporaire. On va créer les rôles. Donc, Realms Roles. Alors, j'ai un rôle user. Save. Et je vais ajouter un autre rôle admin. Voilà. Et après, je vais affecter les rôles aux utilisateurs. Alors, pour affecter les rôles aux utilisateurs, donc user1, role mapping, je vais lui attribuer par exemple ici le rôle user. Et le deuxième utilisateur, je vais lui affecter les rôles user et admin. Voilà. Ça, c'est les éléments essentiels. Alors, une fois que vous créez donc, c'est-à-dire cette séquence, vous avez créé l'Oriane, vous avez créé le client, vous avez créé les utilisateurs, les rôles.
il est très important de tester d'abord l'authentification. Alors pour tester l'authentification, vous pouvez utiliser Postman. Donc ça, c'est une activité que nous avons déjà travaillé. Vous utilisez Postman pour tester, mais sinon, vous pouvez toujours tester avec un client quelconque, HTTP. Alors ici, donc, je vais utiliser, comme je suis sur IntelliJ, je vais en profiter. Je vais utiliser l'outil qui s'appelle HTTP Client. Donc avec HTTP Client, c'est-à-dire si vous voulez faire l'authentification, il suffit d'envoyer une requête avec POST vers Keycloak. Alors Keycloak, il faut savoir les URL. Alors comment retrouver les URL d'authentification? Ben, c'est très simple, vous avez ici Realm Setting, vous avez un lien qui vous donne tous les endpoints que vous pouvez utiliser pour communiquer avec Keycloak. Bon, ça c'est ce endpoint là, il est généralement fourni toujours par les serveurs d'authentification qui respectent OpenID Connect. Alors ici donc vous pouvez trouver ici token endpoint. Bah, c'est ce token là que je vais prendre, token endpoint. Donc je vais faire l'authentification en envoyant une requête vers localhost 8080 realms. Alors c'est quoi le realm? C'est ecom web app. Quel protocole OpenID Connect / token. Alors ici donc pour s'authentifier, donc on va utiliser donc content type obligatoire. Alors content type, ça va être c'est application x3w form URL encoded, une ligne vide, et après on va envoyer le corps de la requête. Alors dans le corps de la requête, il faut envoyer 4 paramètres. Le premier c'est grant type. Alors grant type, c'est dans notre cas. Donc je rappelle que il y a 3 modes d'authentification. Il y a d'abord par password. Alors si grant type égale password, il faut envoyer 3 paramètres and. Le premier paramètre c'est client ID, client underscore ID. Alors dans notre cas le client ID, comment l'appeler? Alors front-end Angular client. Alors front-end Angular client and username c'est user1 and password c'est 1 2 3 4. Normalement si vous faites ça c'est pour s'authentifier. Si l'authentification passe, vous voyez donc Keycloak il vous envoie ce qu'on appelle le ID token. Alors le ID token, donc avec OpenID Connect par défaut, il utilise 2 tokens. Il y a le access token et le refresh token. Alors ici, donc ça c'est le access token. Je prends le access token si vous voulez voir ce qu'il contient le access token. Vous pouvez regarder dans jwt.io et vous voyez bien ce token là. Vous voyez donc ici. Il utilise donc une signature basée sur RSA 256. Et puis donc vous trouverez donc les informations. Par exemple, l'expiration par défaut, c'est un token qui expire en 5 minutes par défaut. Un access token qui expire en 5 minutes, mais tous ces paramètres là sont configurables. Donc subject, ça représente user ID, l'identifiant de l'utilisateur. Et puis vous avez les rôles. Ici dans Realm Access, je vois ici que par exemple, je vois que c'est un utilisateur qui a le rôle user. Et puis le reste, donc vous avez scope, vous avez email, voilà, name, etc. Bon, toutes ces informations se trouvent dans le access token. Oui. Alors il faut revenir, j'ai déjà beaucoup expliqué ce concept-là. Alors le access token, donc c'est un token normalement que je vais utiliser pour accéder à l'application. Donc à chaque fois que j'envoie une requête vers l'application, j'envoie le access token. Le access token, souvent, il a un timeout qui est court. Généralement, c'est 5 minutes. Mais une fois que le access token expire, ben je vais utiliser le refresh token. Alors, le refresh token, c'est un token qui a un timeout qui est lent. Par défaut, c'est 30 minutes, mais après, vous pouvez le configurer.
Il suffit d'envoyer le refresh token vers Keycloak et après il vous donne un nouvel access token. Donc c'est-à-dire on peut s'authentifier via un refresh token, c'est ce que d'ailleurs je vais vous montrer. Donc ça c'est l'authentification via password. Le deuxième mode d'authentification, c'est s'authentifier. Je peux faire un autre mode d'authentification. Alors je fais copier-coller, je fais des dièses ici pour séparer, une nouvelle requête. Alors on peut s'authentifier, supposons que le access token a expiré. Si le access token a expiré, donc on va utiliser une authentification avec grant type. Grant type, on va utiliser refresh token. Refresh token. Alors dans ce cas-là, si grant type égale refresh token, alors il faut envoyer client ID. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'envoyer le username et le mot de passe, mais il suffit d'envoyer le refresh token égal, directement vous envoyez le refresh token. Alors ici, donc pour le refresh token, donc je vais le voir ici. Je vais voir refresh token, elle est là. Et je le mets ici. Alors c'est quoi ce mode d'authentification là? Ça c'est, je suis en train de demander à Keycloak, donne-moi le ID token, mais qu'est-ce que je te donne? Je te donne que le refresh token. Alors dans le premier cas, j'envoie username et le mot de passe, mais dans le deuxième cas, j'envoie que le refresh token. Ici également, ça c'est OpenID Connect. Vous voyez donc, il me donne à nouveau le access token et le refresh token. Vous voyez donc par défaut, le access token il expire en 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes, et le refresh token il expire en 1800 secondes, c'est-à-dire 30 minutes. Mais tous ces paramètres-là, c'est des paramètres qui sont configurables au niveau de Keycloak. Donc vous avez dans le realm, vous avez tokens, vous allez trouver ici donc voilà 15 minutes, etc. Tout ça c'est des paramètres qu'on peut configurer au niveau de Keycloak. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième mode d'authentification utilisé dans OpenID Connect, c'est client secret. Alors si vous voulez faire l'authentification via un client secret, ben, il faut aller vers le client et puis vous allez cocher ici client authentication. Alors si vous cochez client authentication, vous aurez besoin de cocher service account roles. Donc c'est-à-dire j'utilise les rôles du service account. Donc si vous avez coché, c'est-à-dire ces paramètres, si vous enregistrez, vous allez voir que vous allez avoir dans la partie credentials, vous avez un client secret. Bon, client secret, il est là, vous le copiez. Et puis donc on peut s'authentifier via client secret. Alors pour s'authentifier via client secret, voilà, donc vous avez le troisième mode d'authentification. Je vais faire copier-coller ici. Je fais des dièses comme ça. Donc il suffit d'envoyer une requête HTTP dans laquelle vous avez cette fois-ci grant type. Ce n'est pas refresh token, c'est client credentials. Et dans ce cas-là, il faut envoyer client ID et client secret. Alors ici, donc je n'ai pas besoin de refresh token, mais par contre j'ai besoin de client secret. Alors client secret égale, donc je prends le client secret qui est ici. Voilà. Donc ça c'est l'authentification via client secret. Vous voyez ici la même chose. Qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne un access token, un JWT. Donc généralement pour OpenID Connect, vous avez trois modes d'authentification avec le mode password, grant type égale password, grant type égale refresh token, et le troisième c'est grant type égale client credentials. Voilà. Alors maintenant, ça c'est un petit rappel sur Keycloak. Ok. Alors maintenant, on va revenir à notre service ici, le service backend.
inventory service, on va le sécuriser via Keycloak. Alors pour cela, nous allons accéder à la partie sécurité ici. On va changer des choses. Alors qu'est-ce qu'on va changer? Eh bien, on va tout simplement d'abord, déjà, ici nous avons ici /API/étoile, c'est autorisé, on va supprimer. C'est-à-dire maintenant, si vous démarrez, voilà. Alors si vous démarrez, c'est-à-dire que vous avez ici Any Request Authenticated, c'est-à-dire que maintenant si vous tentez d'accéder à nouveau à /API, ça va pas marcher, c'est normal. Si vous tentez d'accéder à ça, il va vous dire vous n'avez pas 403, vous n'êtes pas autorisé. Maintenant j'ai sécurisé le endpoint et je vais le sécuriser comment? Alors ici donc je vais utiliser .auth resource server. Donc je vais faire une sécurité auth 2. Donc ici je vais utiliser auth 2 resource server. Auth 2 resource server, je vais me baser sur un JWT. Il existe plusieurs techniques, donc je vais utiliser un token de type JSON Web Token. Alors ici donc JSON Web Token. Alors tout ça c'est des fonctions lambda, JWT. Je vais utiliser donc après on va utiliser un JWT Authentication Converter, mais pour le moment je vais utiliser dans un premier temps voilà, le Customizer with Default, c'est-à-dire la configuration par défaut. Après on va voir donc le besoin d'utiliser ce qu'on appelle un JWT Converter. Donc ça c'est la première des choses. Donc il faut faire ça. Une fois que vous faites ça, maintenant il faut configurer. Il faut indiquer parce qu'en fait ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que à chaque fois si je veux envoyer une requête vers Inventory Service, il faut toujours envoyer dans la requête un header qui s'appelle Authorization, dans lequel on va mettre un JWT, le Access Token. Et donc, quand j'envoie le Access Token, vous savez que le Access Token, il est signé. Il y a une signature numérique, d'accord? Et pour vérifier la signature, notre microservice a besoin du public key. N'est-ce pas? Donc, on a besoin du public key. Donc, nous allons devoir indiquer à notre service où est-ce qu'il va récupérer le public key. Alors, pour cela, il faut faire ça principalement dans le fichier application.properties. Alors, dans le fichier application properties, il y a deux propriétés que vous allez ajouter. Donc, je vais les copier rapidement. Alors, la première, c'est Spring Security Auth 2 Resource Server JWT Issuer. Il faut indiquer où se trouve le Keycloak. Alors ici, donc, ça doit être l'issuer, c'est-à-dire le service d'authentification qui va fournir le JWT. Alors dans notre cas, l'adresse c'est quoi? C'est localhost 8080 realms et notre realm ici. Comment il s'appelle notre realm? C'est comme. Alors, ouais, c'est Ecom Web App. Donc, c'est Ecom Web App. OK? Alors, ça, c'est la première. La deuxième, c'est que nous avons besoin d'indiquer Spring Security Auth 2 Resource Server JWT JWK set URI. Donc, il faut spécifier le endpoint dans lequel notre service Spring Boot va récupérer les certificats. Normalement, les certificats, on va public key parce qu'il a besoin de récupérer au démarrage le public key pour pouvoir vérifier la signature du token. Alors, il se trouve que l'adresse, c'est ça, c'est localhost 8081. Le realm, c'est toujours
et comme web app protocol OpenID Connect Source. Alors si vous prenez l'adresse, normalement qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne les certificats. Oui. Au fait les certificats fait le public key. Donc il va retrouver le public key qu'il va utiliser pour vérifier la signature du token. Donc généralement les services d'authentification qui respectent O2, ils fournissent toujours un endpoint qui permet à l'application de récupérer notamment les certificats, notamment c'est pour vérifier la signature du token. Alors c'est un détail important. Donc normalement si vous faites ça, c'est que vous avez sécurisé votre service backend. On va vérifier. Alors pour vérifier, on va redémarrer notre service backend. Ok. Alors on vérifie le service backend, on redémarre. Alors bien sûr notre endpoint il est toujours sécurisé. Là on peut pas y accéder. Maintenant, pour pouvoir y accéder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'authentifier d'abord. Alors, si je m'authentifie avec username et le mot de passe, je vais avoir le access token. Alors, ici, pourquoi je ne suis pas autorisé? Je ne suis pas autorisé parce qu'il me faut client security. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai ajouté client security. Ça veut dire que normalement, si vous activez client authentication, il faut envoyer client ID et client security. Il faut ajouter également and client secret égale and. Alors c'est quoi client secret? Nous l'avons ici. Ouais. Alors client secret. Ok. Alors le fork. Voilà. Voilà. Client secret parce que sinon ça passe pas. Donc ici j'ai le token, le access token. Une fois que j'ai le access token, maintenant je vais envoyer la requête. Je fais cdds comme ça. Alors je fais un post, un get vers http localhost 8082 /api /products. Alors normalement si vous envoyez cette requête là, il n'accepte pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? 401. Je ne suis pas autorisé. Normalement pour pouvoir récupérer les produits, il faudrait envoyer un header authorization avec la valeur, c'est quoi? C'est bearer espace et vous copiez le token, le JWT, le access token. Alors si vous envoyez ça, regardez ce qui se passe. Là, j'accepte. Donc c'est-à-dire maintenant mon service backend inventory service, à chaque fois, si je lui envoie la requête, alors je reviens à mon schéma que j'ai dessiné au départ. Elle est là, oui. Donc mon service ici. À chaque fois si je veux envoyer, donc j'envoie une requête HTTP, mais j'envoie le JWT. Donc qu'est-ce qu'il fait ici le inventory service? Donc Spring Security, il va prendre le JWT, il vérifie la signature. Et si la signature, c'est-à-dire est bonne, il va authentifier l'utilisateur. Alors, maintenant, pour voir un peu les choses au plus clair, une fois que l'utilisateur authentifié, on va ajouter un endpoint si on veut voir la session de l'utilisateur. Alors pour cela, dans le contrôleur, ici, je vais ajouter une méthode qui permet de retourner l'objet authentication. Ça, c'est toujours utile de le faire. Authentication. Il suffit d'injecter l'objet authentication et de le retourner ici. Authentication. Je vais ajouter un endpoint que je vais appeler getMapping/auth.
ok, slash hot. Alors, je redémarre. Je teste. Alors, si je fais ça, le token, il est toujours valide. Il n'a pas encore expiré. Pas de problème. Et avec ça, je vais faire appel. Je fais la même requête. Mais cette fois-ci, j'appelle slash hot. Alors, regardez, donc l'objet authentication, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait Spring Security? Il récupère le JWT, et quand il récupère les JWT, il va charger, ok? Il va charger, en fait, il va, à partir du JWT, il récupère username, il récupère les rôles, il récupère, et après, il va charger c'est-à-dire la session, il va charger donc l'utilisateur authentifié dans le contexte de Spring Security. Mais vous allez remarquer quelque chose d'important. C'est que, regardez les rôles. C'est-à-dire, une fois que vous envoyez la requête, vous êtes authentifié, mais avec des rôles. Regardez les autorités que nous avons. Nous avons le rôle scope profile et scope email. Pourquoi? Parce que par défaut, add auth resource server, quand il récupère un JWT, il est programmé comme ça. Comment JWT, où est-ce qu'il va récupérer les rôles? Alors si vous regardez un JWT, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement vers un attribut qui s'appelle scope. Par défaut, il y a le scope, ou qu'il chauffe les scopes qui sont séparés par des espaces, pour lui, il les rôles. Donc les autorités, c'est profile et email. Donc, mais regardez, il a ignoré. Regardez ici, parce que dans notre JWT, nous avons un attribut qui s'appelle Realm Access. Ou Realm Access, nous avons le rôle, c'est là où il y a les rôles utilisateurs. C'est là où on va trouver user et admin. Donc ça veut dire que maintenant, si vous essayez de protéger vos ressources via des rôles, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vérifier ici. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire, par exemple, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que je vais dire, par exemple, dans le contrôleur, je vais dire, par exemple, tout ce qui est slash ici, par exemple, tout ce qui est get all, je dois être authentifié, mais avec un rôle. Et pour utiliser les rôles, je vais utiliser pre-authorize has authority, par exemple, le rôle user. Donc, c'est-à-dire, je lui dis, pour consulter la liste des utilisateurs, plutôt des produits, il faut être authentifié avec le rôle user. Mais si vous utilisez pre-authorize, il faut activer l'option enable method security. Alors, enable method security, alors ici pre-post authorize égale à true. Parce que si vous faites pas ça, il ne va pas prendre en considération la notation pre-authorize. Alors, si vous faites ça, si vous tentez, on va s'authentifier. J'ai le access token. Et je vais accéder à la liste des produits ici. Je vais copier le token, CTRL V. Regardez, ça ne marche pas. Regardez, 403. Donc je suis avec user 1, j'ai bien le rôle user, n'est-ce pas? Mais il ne me laisse pas l'accès. Pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure, regardez,
une fois que vous êtes authentifié, si vous mettez le même token, si vous regardez l'objet authentication, le problème c'est que maintenant Spring Sécurité, il ne prend pas en considération, regardez les autorités qu'il a pris en considération, uniquement scope profile et scope email. Donc ce qui fait que si vous voulez qu'il prenne en considération l'attribut que nous avons ici, les Wahada, Realm Access, on va lui dire d'aller vers Realm Access et je vais lui demander de prendre en considération tous ces rôles qui se trouvent dans Realm Access dans le JWT. Alors pour lui dire ça, il faut qu'on crée ce qu'on appelle un JWT Converter. Donc le JWT Converter, c'est un objet que Spring Security va utiliser. Une fois qu'il récupère le JWT, on va lui demander d'aller vers la partie exacte du JWT dans le rôle de prendre en considération les rôles. Parce que les JWT n'ont pas toujours le même format. Par exemple, le JWT fourni par Keycloak, là, il met les rôles à ce niveau-là, sur Realm Access. Dans une autre version, ça peut être autre chose. Donc, ce qui fait que on est obligé de créer ce qu'on appelle JWT Authentication Converter qui va se charger de faire ce travail. Alors, pour cela, c'est ce qu'on va faire. Ici, c'est la partie qui manque. Donc, ici, dans notre configuration, on ne va pas utiliser Customizer with Default, mais on va lui dire JWT .jwt Authentication Converter. Il faut qu'on lui donne quel est l'objet qu'il va utiliser pour analyser le JWT et récupérer les rôles. Alors, c'est justement cette classe qu'il nous faut. Alors, cette classe-là, bon, c'est une classe que vous allez trouver également ici. Aïe. Je vais vous l'expliquer rapidement parce que sinon, voilà. Alors, c'est ici. Ouais, là. CTRL-C. Je vais créer une classe qui s'appelle JWT Auth Converter. Ici. Je vais créer une classe qui s'appelle JWT Auth Converter. Et je vais copier ça. Alors, c'est un component. Ici, donc, je vais importer tout ça. Alors, le JWT Auth Converter, c'est une classe qui implémente une interface qui s'appelle Converter. Il reçoit les deux paramètres génériques. Le premier, c'est JWT, qu'il faut importer. Et le deuxième, il est de type Abstract Authentication Token. Alors, j'importe tout ça. Converter. Il faut faire attention parce que Converter, ce n'est pas celui-là de Jackson. C'est Converter de Spring. Voilà, c'est Spring Core. Spring Framework. Voilà, ça doit être celui-là. Donc converter de celui-là, Spring Core. Alors j'aurais besoin, je vous explique d'abord le principe. Alors donc ici donc j'ai besoin pour pouvoir faire le component, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser une classe qui s'appelle, un objet qui s'appelle, alors j'importe ça, qui s'appelle JWT Granted Authority Converter, c'est-à-dire qu'il va chercher que les autorités, c'est-à-dire les rôles. Donc c'est un objet que je vais créer directement, ici new, je l'instancie. Et puis on va redéfinir, parce qu'en fait quand vous implémentez cette interface, vous aurez besoin de redéfinir une méthode qui s'appelle convert. Alors cette méthode, ça s'écrit comme ça. Il retourne un objet abstract authentication token et il reçoit un objet de type JWT. Donc qu'est-ce qu'il va faire de la méthode? On va juste aller vers le JWT, on va lui dire
va vers tel endroit du JWT, et c'est là où tu vas trouver les rôles. Alors justement, c'est ce que je vais faire. Donc je vais créer une collection, parce qu'en fait, il faut retourner une collection de granted authority. Je vais importer granted authority. Alors, normalement, les autorités que je vais considérer. Donc je vais considérer, donc on a une collection importer. Je vais importer stream. Alors, la collection des autorités, donc je vais utiliser stream.concat. Concat, ça veut dire quoi? C'est pour concaténer deux collections. C'est-à-dire, il y a une partie des rôles que je vais récupérer de manière normale en utilisant JWT, authorities convert. Je lui donne JWT.stream, ça va retourner une collection de granted authority. Donc, la méthode convert de cet objet-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement chercher il va chercher ce qu'il fait par défaut, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait par défaut? Il va chercher l'attribut scope, ou car le scope qu'il fait split, ou car les autorités. C'est-à-dire, je vais prendre les autorités qui se trouvent dans le scope, plus maintenant, je vais ajouter les rôles qui se trouvent dans l'attribut resource access. Maintenant, je vais l'ajouter. Donc, bon, à la rigueur, si vous voulez juste faire ça, vous n'avez même pas besoin de créer le converter. Pourquoi? Parce que par défaut, il fait déjà cette opération. Donc, je vais faire ça, plus, eh bien, je vais maintenant extraire à partir de JWT, je vais ajouter d'autres rôles que je vais récupérer, c'est-à-dire au niveau du JWT. Donc pour cela, je vais créer une fonction qui s'appelle extract resource roles. Je lui donne le JWT. Je lui donne le JWT. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement créer un objet map. Je vais importer string object. Donc ça c'est realm access. Donc les rôles que je vais récupérer. Je vais déclarer une collection de strings les rôles et je vais tester. If il est qu'un JWT, si JWT.getClaim realm access. Donc vous voyez donc de realm access. Donc je vais lui dire va vers JWT, cherche-moi est-ce qu'il y a un attribut qui s'appelle realm access. Ouais, pardon. Realm access. Alors, s'il est égal à nul, ça veut dire quoi il est égal à nul? Ça veut dire que dans le JWT, il n'y a pas cet attribut. Bon, s'il n'y a pas cet attribut, bon, je ne vais pas chercher. Je vais retourner tout simplement une liste qui est vide. Set of. Return set of, une collection de granted authority qui est vide. C'est-à-dire cette méthode-là, elle ne va rien retourner. Sinon, c'est-à-dire ça. À quoi est égal realm roles? Égal jwt.getClaim. Je vais aller vers le claim, les rois realm access. Ok? Si je vais vers realm access, qu'est-ce que je vais récupérer? Ben, je vais récupérer des informations, un attribut qui s'appelle rôle. Alors maintenant, si je le rôle, cherche-moi les rôles, plutôt la liste des rôles. Ben, en utilisant tout simplement les rôles. Les rôles, c'est realm access, get, je vais chercher un attribut qui s'appelle rôle. Ben, cet attribut rôle, c'est écrit comme ça, il est là. Et là, vous voyez donc, il récupère un tableau qui contient les rôles que j'ai ici. Alors, sauf que j'ai besoin de faire un cast vers une collection de strings. Et cette méthode, il va retourner les rôles, stream. Je vais mapper chaque rôle, parce qu'un rôle ici, c'est un string. Je vais le mapper en un objet de type simple granted authority. Donc, pour chaque rôle qui est de type string, je vais générer un objet de type simple granted authority, je lui donne le rôle. Et après, je vais convertir tout ça en une liste, en un set.
collector.toSet. Donc comme ça va me retourner une collection de granted authority. Oui. Monsieur, il faut que l'objet de réservoir, je fais admin. D'abord, ça dépend de l'utilisateur qui est authentifié. Alors si je suis d'abord je suis authentifié en tant que user 1. Donc هذا عنده غير le rôle user. Mais donc il va récupérer tous les rôles de l'utilisateur qui est authentifié. Alors d'ailleurs c'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure. Donc ici donc il me fait ça. Alors maintenant regardez, donc je crée la liste des autorités. Donc je récupère les autorités qui sont récupérées par défaut à partir de l'attribut scope, plus je vais récupérer les autorités que je récupère à partir de l'attribut realm access. J'ai une collection et je vais retourner un objet de type JWT authentication. Je lui donne le JWT authorities, c'est ce que j'ai créé ici. Et ici donc et puis donc vous pouvez spécifier le claim que vous voulez récupérer, le nom de l'utilisateur. Alors c'est à vous de dire maintenant il y a un attribut name qu'il faut spécifier, et dans votre JWT vous avez email, vous avez name, preferred username. Donc ici donc preferred username c'est user 1. Donc je vais lui dire que le authentication name, c'est-à-dire je veux prendre l'attribut les web preferred username. Vous pouvez utiliser given name ou la family name, ça dépend de ce que vous voulez. Alors dans notre cas ici donc je vais utiliser l'attribut qui est preferred name. Donc il faut que ça soit bien orthographié ici, preferred username. Et c'est tout. Donc plutôt l'explication que vous devrez connaître pour ça. Maintenant, je complète juste et je te laisse poser ta question. Donc maintenant, le JWT converter, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut l'injecter ici, dans notre configuration. JWT auth converter. Vous faites auto-wired, ou bien vous ajoutez un constructeur pour faire l'injection. Et comme ça, ici, quand vous faites JWT authentication converter, on va lui donner le bin. Donc je lui dis que quand tu récupères le JWT, utilise ce converter. C'est lui qui va te montrer comment tu vas extraire les autorités à partir du JWT. Donc ça c'est la configuration. On va tester si ça marche. Donc elle en quelque sorte la dernière étape pour sécuriser donc ce front-end, plutôt ce back-end. Alors on va vérifier. Alors pour vérifier, donc on va reprendre l'authentification. Je vais m'authentifier. Donc j'ai un access token. Une fois que j'ai le access token, je vais devoir envoyer un get pour récupérer la liste des produits. CTRL-V. Et si je tente d'accéder, cette fois-ci ça marche. Donc vous voyez, donc il a bien détecté que j'ai le rôle user, parce que je vous rappelle que nous avons protégé notre contrôleur ici avec le rôle user. Et pour voir encore mieux, je vais encore faire appel à auth. Je copie le token. Et cette fois-ci, si vous appelez le end.auth, vous allez voir que les authorities ont changé. Notre converter, regardez, authorities, qu'est-ce que je trouve? Qu'il y a un scope email, etc. Et puis, je trouve autorité user. Et je trouve les autres. Donc, c'est ça le rôle de JWT Converter. OK? Alors, pour vérifier ça, je vais ici utiliser le rôle admin. Donc, c'est juste pour vérifier. Et vous allez voir donc la protection par les rôles. Alors comment? Donc si je suis authentifié en tant que user 1,
Alors user 1 n'a pas le rôle admin. Il n'a pas le rôle admin. Normalement, il ne devrait pas avoir le droit d'accéder à la liste des produits. Vous voyez, ici c'est 403. Pourquoi? Parce que user 1 n'a pas le rôle admin. Et si je suis authentifié en tant que user 2, sachant que user 2, il a le rôle user et admin. J'ai un token. Alors ce token-là me donne la possibilité ici, CTRL V, j'envoie la requête et là ça passe, donc il n'y a pas de problème. Donc ça vérifie bien que vous avez su maintenant protéger les ressources par les rôles, et ça c'est très important. Donc je suis authentifié, oui, mais avec quel rôle? Donc si vous voulez protéger de cette manière là, vous pouvez le faire avec la notation. Bon, ça c'est Spring Security. La deuxième solution, si vous ne voulez pas utiliser les annotations pré-authorized, vous pouvez utiliser le faire ici dans la config. Et pour le faire dans la config, vous allez dire tout simplement tout ce qui est HTTP authorize request point request matchers. Alors tout ce qui est /API/products, ok, /API/product has authority. Quelle autorité c'est? Admin. Vous voyez, donc ça c'est une solution. Vous pouvez protéger par les autorités. La deuxième solution, c'est d'utiliser la notation pré-authorize. Donc ça, c'est les deux solutions que vous devrez connaître au niveau de Spring Security. Alors cette possibilité va également fonctionner. Alors ici, donc, si le token n'a pas expiré, normalement, si je fais ça, ici ça marche. Si je fais ça, ça marche également. J'ai le rôle admin. Alors ici, donc, je veux bien auth. Alors auth, si je regarde les autorités, je vois bien il y a le rôle user et le rôle il faut que je change le token. Alors, c'est get. Parce que j'ai utilisé le token de user 1. Donc, j'ai le rôle admin et le rôle user. Alors, dans notre situation, nous allons garder plutôt une configuration basée sur les annotations. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Et plutôt, donc, je vais activer cette possibilité. Et nous avons fait le tour de comment sécuriser un microservice backend. Donc, en résumé, si vous voulez sécuriser un microservice backend, c'est très simple. Vous aurez besoin d'abord, en résumé, d'utiliser quelle dépendance? C'est OAuth de Resource Server, premièrement. Deuxièmement, vous aurez besoin dans votre sécurité de faire de la config, d'activer OAuth Resource Server avec JWT. Du moment que vous travaillez avec Keycloak qui a un JWT un peu particulier, nous avons utilisé un JWT Auth Converter. Et ce JWT Auth Converter ici, c'est presque un copier-coller que vous allez faire dans tous les microservices. Sauf que
si vous changez au lieu de keyclock, vous avez octa ou autre chose, il faut changer les paramètres parce qu'en fait les claims ne sont pas les mêmes. Il faut toujours regarder le JWT, qu'est-ce qu'il contient. Ça c'est bon, la démarche que j'ai faite ici, je pense qu'elle est applicable pour n'importe quel cas. Et le dernier point, c'est dans le fichier Application Properties, vous aurez besoin de préciser les deux propriétés. Donc ça c'est pour maintenant notre service backend. Il est protégé tranquillement. Alors maintenant, le service front-end, le dernier. Si je reviens à mon application Angular, ça ne va plus marcher. Elle est là. Alors, regardez, si je tente d'accéder à l'accès des produits, vous avez ici 401. C'est normal, parce qu'il me faut que maintenant mon application Angular a besoin d'envoyer le header, le JWT, vers le token, plutôt vers le backend. Alors maintenant, comment, dans l'application Angular, on va faire l'authentification? En fait, il existe deux solutions. Il y a ce qu'on appelle une solution en utilisant ce qu'on appelle le backend channel. Et la deuxième solution en utilisant ce qu'on appelle le front-end channel. Et le backend channel. Le backend channel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon application Angular, c'est à moi de créer mon formulaire, username, mot de passe, n'est-ce pas? Je crée un formulaire dans lequel je vais saisir username et le mot de passe. Une fois que je saisis le username et le mot de passe, il faut envoyer une requête HTTP vers keyclock. C'est la requête, exactement. Il faut envoyer une requête HTTP vers ce endpoint avec username et le mot de passe. Et qu'est-ce que vous allez récupérer? Vous allez récupérer le ID token. Dans ID token, vous prenez donc le access token et le refresh token. Vous les prenez, vous les stockez en local storage là quelque part. Et à chaque fois, si vous envoyez une requête vers votre backend, il faut envoyer le header authorization dans lequel vous mettez bearer le access token. D'accord? Donc ça c'est, et dans ce cas-là, vous aurez besoin de créer un intercepteur qui fait qu'à chaque fois que vous envoyez une requête, il va ajouter le header authentication. Alors cet intercepteur, il va faire encore un travail en plus. C'est que si le access token a expiré, votre application doit prendre le refresh token, envoyer une autre requête. C'est ça. Envoyer une autre requête de ce type-là, refresh token, vers Angular. Vous lui donnez le refresh token, il vous donne le access token. Et ça continue. Bon, si vous voulez faire c'est-à-dire ce type d'authentification backend channel, bah vous pouvez regarder, donc dans la chaîne, j'ai déjà un exemple comment sécuriser avec JWT. Donc ça vous donne une idée comment le faire. C'est-à-dire ça, c'est le backend channel. Et dans ce cas-là, vous ne profitez pas du formulaire d'authentification offert par Keycloak. Alors, la deuxième solution, oui. Là, tu restes toujours OpenID Connect. ما كتستعملش OAuth2, كتستعمل OpenID. Exactement. Vous n'exploitez pas le OAuth2, vous utilisez que OpenID Connect. C'est-à-dire, j'envoie la requête, je récupère le ID token. Exactement. Mais le front-end channel, là, j'exploite le OAuth2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que c'est pas à moi de créer le formulaire d'authentification. Je vais configurer mon application de façon à ce que je vais être redirigé automatiquement vers Keycloak. Et c'est Keycloak qui va m'afficher le formulaire d'authentification. Je vais saisir username et le mot de passe. Une fois que je suis authentifié, il me redirige vers l'application. C'est l'application qui va envoyer une requête vers Keycloak pour récupérer le token, le ID token. Et c'est l'application qui va faire le travail. À chaque fois que j'envoie une requête, on va envoyer l'application doit envoyer c'est-à-dire le token, le access token via le header authorization. Sauf que cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de programmer beaucoup de choses. Vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle un adaptateur Keycloak.
Et un adaptateur Keycloak, c'est une librairie JavaScript qui va faire tout ce travail. C'est une librairie JavaScript que vous allez ajouter à votre application et qui va permettre de sécuriser votre front-end avec un minimum de développement. Et en plus, vous profitez c'est-à-dire de l'interface offerte par Keycloak pour s'authentifier, pour changer le mot de passe, pour consulter son compte, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, nous allons montrer comment utiliser OAuth2 pour sécuriser le front-end Angular. Alors, si vous voulez faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez chercher, il y a une page, il y a une librairie qui s'appelle Keycloak Angular, Angular Keycloak. Ouais, le Keycloak Angular. Alors, il y a une page dans laquelle vous allez avoir juste la démarche. Alors, on va appliquer la démarche que nous avons dans cette page. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette page-là? Donc, vous aurez juste besoin d'abord d'installer ça. Deux librairies. C'est npm install Keycloak Angular et Keycloak JS. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire ici. Donc, ça se passe au niveau de l'application Angular. Alors, open. Donc, j'installe ça, npm install. Premièrement. Deuxièmement, vous aurez besoin de créer donc votre module. Vous aurez besoin de créer un service, un provider, qui va initialiser Keycloak, c'est-à-dire au démarrage de l'application, il va devoir contacter Keycloak si on est authentifié ou on n'est pas authentifié. Alors pour cela, donc je prends la fonction ID, CTRL-C, et on va la mettre dans le module principal, app module, ici. Donc ici, CTRL-V. Donc cette fonction-là, il s'appelle Initialize Keycloak. Il reçoit un service de type Keycloak Service qu'il faut importer. Parce que là, on a ici import, add import. Donc vous voyez donc ici, ça se trouve dans cette librairie, Keycloak Angular. OK? Et en plus, il vous faut importer le module Keycloak Angular module. Et donc, il faut déclarer un provider. Et ce provider, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez donc Keycloak Angular module, je l'ai fait. Et après, vous ajoutez add provider. Ici. Donc, add provider, c'est un service qui va utiliser de quel type? De type app initializer. Donc, un service de type app initializer, c'est un service qui va s'exécuter au démarrage de l'application pour initialiser. Donc, app initializer, qu'est-ce qu'il va? Il va utiliser useFactory, il va utiliser une fonction liée. Donc, c'est comme si vous dites votre application Angular au démarrage, il va exécuter cette fonction. Vous voyez donc initialize Keycloak. Et il dépend de quoi? Il dépend de Keycloak Service. Keycloak Service. Comme ça, le Keycloak Service va être instancié au démarrage et puis il va exécuter la méthode. La méthode, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement Keycloak.init. Il va initialiser. Alors, la méthode init, on va lui transmettre un objet, une configuration dans laquelle il faut spécifier l'URL où se trouve Keycloak. Vous voyez donc, Keycloak se trouve en localhost 80. Il faut lui indiquer où se trouve Keycloak. Deuxième, le realm. Alors, comment il s'appelle notre realm? Et comme web app, c'est ça? Le realm s'appelle Ecom Web App. Ouais. Donc, Ecom Web App. Et Client ID, vous spécifiez votre Client ID. Alors, Client ID, on l'a déjà fait.
client ID s'appelle front-end Angular client. Front-end Angular client. Voilà. Les options, on va utiliser en load check SSO. Alors check SSO, c'est-à-dire single sign-on, c'est-à-dire au démarrage, votre application va démarrer. Donc votre application va démarrer l'interface sans problème. Mais une fois que vous cliquez sur une ressource qui est protégée, c'est à ce moment-là qu'il va vous rediriger vers Keycloak pour saisir username et le mot de passe. Donc l'option là. La deuxième option, on ne va pas l'utiliser ici, c'est l'option qui fait qu'au démarrage, dès que vous démarrez, automatiquement, il vous affiche le formulaire d'authentification. Parce qu'en fait, vous avez deux cas. Check SSO, c'est-à-dire vous avez votre interface, il y a des choses qui sont autorisées, mais les choses qui ne sont pas autorisées, ça nécessite d'être authentifié. Donc c'est ça, check SSO. Alors, pour compléter cette configuration, vous aurez besoin, donc dans la documentation, vous aurez besoin de spécifier l'attribut qui s'appelle Silent Check SSO Redirect URI, qui fait référence vers une page que vous devrez créer qui s'appelle silentcheck.sso.html. Il se trouve que cette page HTML, il faut la mettre dans le dossier asset. Donc dans le dossier asset, vous allez créer la page ici, new file. Au fait de la page heady, vous allez mettre quoi? Tout simplement cette page là. Alors pourquoi? Parce que généralement quand on fait dans une application single page application, quand vous faites une redirection vers une autre page, ce système de redirection, il a besoin d'utiliser la page pour faire avec le système de redirection. Parce qu'une fois que vous êtes redirigé vers Keycloak, une fois que vous terminez, Keycloak va encore vous retourner vers l'application elle-même pour lui transmettre des informations. Donc c'est pour cela, ici, la page ID, il faut que vous devrez l'avoir dans votre configuration ici. Bon, tout simplement faire un script. Qu'est-ce qu'il fait le script? Il fait parent post message location.href, c'est le href de l'application actuelle, et location.origin. Donc c'est tout. Donc les paramètres qu'il faut spécifier. Alors si vous avez fait ça, il vous reste un dernier point. Le dernier point. Alors maintenant, il vous reste le dernier point, c'est les ressources que vous voulez protéger. Donc pour protéger les routes, il faut créer un guard, n'est-ce pas? Donc justement, le guard qu'on va appeler hotguard, on va le créer dans notre application. Vous faites ng generate guard g hotguard. On va le mettre dans un dossier qui s'appelle guard/hot. Alors ce guard c'est can activate. Bon, entrée. Donc le guard il est là. Mais dans ce guard là, il faut qu'on va copier le code. Ce guard que vous voyez ici. Je vais vous l'expliquer. Il faut le comprendre. Voilà. Non, le code il est le Keycloak Angular, c'est une librairie qui vous donne la config. Alors, donc le guard, c'est un guard d'abord qui hérite d'un guard qui est déjà créé dans la librairie qui s'appelle Keycloak Guard. Donc il va vous faciliter le travail. Donc Keycloak Guard, il a besoin de quoi? Il faut lui transmettre dans le constructeur deux services, router et Keycloak service. Ok? Et après ici donc tout simplement il contient la méthode isAccessAllowed, c'est-à-dire qui retourne est-ce que l'accès est autorisé ou pas.
Donc, la méthode, donc, il reçoit la route, c'est activité de route snapshot, et après, le state de la route, du routeur. Donc, ça, c'est des paramètres qu'on peut utiliser dans l'application. Alors, donc, en principe, c'est un guard tel qu'il est généré. C'est comme ça qu'on crée le guard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait le guard? À chaque fois que vous faites appel à une route, il va tester if not this.authenticated. Alors en fait, dans la classe keyclock hotguard, vous héritez l'attribut qui s'appelle authenticated. Donc l'attribut authenticated, qu'est-ce qu'il vous retourne? Parce que c'est keyclock qui le forme. Plutôt keyclock adapter. Il vous retourne est-ce que l'utilisateur est authentifié ou bien non. Donc si l'utilisateur n'est pas authentifié, c'est-à-dire si vous tentez d'accéder à une route qui est protégée, mais vous n'êtes pas authentifié, qu'est-ce qu'il va faire le guard? Il va nous rediriger vers keyclock. Et pour nous rediriger vers keyclock, on va utiliser this.keyclock.login. Donc il fait appel à une fonction JavaScript qui s'appelle login. Et quand on fait login, automatiquement, il va se rediriger vers keyclock. Mais vous savez, dans OAuth 2, quand on fait une redirection vers un service OAuth 2, il faudrait envoyer le paramètre qui s'appelle le redirect URI. Donc, avec redirect URI, il faut mettre l'adresse de l'application qui a fait la redirection. Alors, dans notre cas, donc redirect URI, ça va être quoi? C'est window, location, origin. يعني l'origine de cette application. Et j'utilise plus state URL. D'abord, vous êtes dans votre application, vous avez http localhost 4200, il y a origine, http localhost 4200, et après state URL, il y a donc slash point d'interrogation, les paramètres que vous avez dans votre application. Donc ça, c'est pour l'authentification. Donc si je ne suis pas authentifié, je fais l'authentification. Si je suis authentifié, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer les rôles. Alors, comment récupérer les rôles? Eh bien, je vais maintenant protéger mes routes. Comment? Alors, dans les routes, app module.route, plutôt app routine module, j'ai une seule route qui s'appelle product. Donc, la route product, je vais la protéger, comme on a déjà vu, en utilisant can activate. Je vais brancher la machine. Problème. Ah, c'est bon. J'espère qu'il va rester. Donc, voilà. Donc ici, on va utiliser can activate, On va protéger cette route avec hotguard que nous avons ici.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous dites à chaque fois, si quand je demande d'accéder à la route slash product, tu vas protéger cette route avec hotguard. Donc hotguard, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il fait ce qu'on est en train de montrer. Il va vérifier si l'utilisateur n'est pas authentifié, il va faire login. Si l'utilisateur est authentifié, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les rôles. Alors maintenant, c'est à moi de spécifier les rôles que je dois avoir ici en ajoutant un paramètre data. Alors dans data, je vais mettre un objet qui contient un attribut qui s'appelle rôle. On a les rôles. Les rôles. Directement rôle. Deux points. C'est un tableau qui contient les rôles. Alors pour moi, par exemple, c'est admin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train de dire que pour accéder à product, donc la route product, il est protégé avec le guard hot role, avec plutôt hot guard, avec quel rôle? Rôle admin. Donc maintenant, c'est pour cela que hot guard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si l'utilisateur est authentifié, il va vers, regardez, require role, il va vers route, la route, data, roles. Vous voyez donc, c'est la route, data, roles. La route, data, roles, il va récupérer quoi? Les rôles. Maintenant, il doit vérifier où est-ce que le rôle, les rôles, où est-ce qu'il y a les rôles de l'utilisateur qui est authentifié. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le test. If, d'abord, if required roles, if not. If not, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les rôles ma kaynich. Ou bien, c'est lent égale à 0. Alors, ça veut dire que soit qu'il n'y a pas ma kaynich les rôles, ou bien tout simplement vous avez un tableau qui ne contient aucun rôle. Alors s'il n'y a pas de rôle, dans ce cas-là, je vais retourner true, ça veut dire il est autorisé. C'est-à-dire le guard, il va dire c'est tu peux passer. Pourquoi? Parce que de toute façon, la route n'exige aucun rôle. Mais sinon, on va vérifier wesh required role, les rôles que j'ai récupérés de la route. Pour chaque rôle, je vais vérifier wesh this.roles.include role. Je n'ai 10.roles. Vous savez, on a hérité de la classe kClockGuard. Au kClockGuard, nous avons hérité deux attributs. Le premier, c'est quoi? C'est authenticated, c'est ce que nous avons vérifié ici. Et le deuxième, c'est this.roles. Donc, à des crosses, qu'est-ce qu'il stocke? Il va stocker les rôles de l'utilisateur authentifié. Parce qu'une fois que vous avez saisi votre username et votre mot de passe, l'adaptateur, il va envoyer la requête vers kClock, il récupère le JWT, et à partir du JWT, il va récupérer les rôles, il va les stocker dans les rôles. Donc ça, si vous voulez, c'est l'élément qu'il faut comprendre. À part ça, le reste devient très simple. Alors, on va laisser le guard, donc il est là. Alors, on va vérifier. Alors, pour vérifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer kClock et vous allez voir, il y a un petit problème. Un petit problème que j'ai remarqué dans cette version-là avec la version 17 ça passe pas. Vous allez voir qu'il y a un petit problème ici. Voilà, le premier problème, c'est que il n'accepte pas l'écriture roles data.roles parce que roles c'est pas un attribut dans l'objet. Au lieu de faire ça, vous utilisez entre crochets et vous mettez ça. C'est la première des choses. La première correction à faire. Au lieu d'utiliser data.roles, vous utilisez data entre crochets roles. C'est la première des choses. La deuxième erreur, c'est que
Là, donc je vais faire CTRL-C, je redémarre. Voilà, le deuxième, il vous indique tout simplement, il faut ajouter override pour le paramètre. Il y a un paramètre ici. Vous voyez donc, Naïf, vous voyez, vous avez, vous injectez vous injectez router de type router, read only, et comme c'est un paramètre que vous héritez de cette classe, il faut ajouter override. Override ici. Alors ça, c'est pas fait dans la page, parce que ça passait avec la version Angular 12, 13, 14, mais avec Angular 17, ça passe pas. Donc ça, c'est les seules remarques que j'ai faites. Alors si vous enregistrez, l'override, il faut le faire uniquement pour le premier, et l'autre non. Voilà, c'est ça. Donc ici, il faut le faire pour router. Donc c'est la seule modification à faire, parce que là, vous n'allez pas trouver ça dans la documentation. Ça va vous être utile. Donc si vous faites ça, donc vous allez voir que votre application démarre normalement. Et si vous tentez d'accéder à l'application, regardez ce qui se passe. Alors ici, donc je fais localhost 4200. OK. Si vous tentez d'accéder produit, regardez. Donc avec l'adaptateur Keycloak, il vous redirige vers Keycloak. Alors ici, donc je vais m'authentifier en tant que user 2 avec 1, 2, 3, 4. Nous avons un problème. Ben, c'est quoi le problème? Il vous dit 401, vous n'êtes pas autorisé. Pourquoi? Parce que nous, on a activé l'authentification via un client secret. On a donné un client ID, mais on n'a pas ajouté client secret. Alors, si vous vous rappelez dans notre configuration, la config que nous avons ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons spécifié ici client ID. Alors ici, donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si c'est client secret. Bon, c'est un attribut que on va spécifier client secret. Je vais vérifier. Alors ici, donc, vous vous rappelez, donc ici vous avez client ID et client secret. Bon, de toute façon, peut-être on va le dire. Il est là, client secret, copier. Donc je dois le mettre ici. Je ne sais pas si ça va passer en tout cas. Bon, il n'accepte pas. Vous voyez, donc c'est un attribut qui n'accepte pas. Ce que je vais faire, donc je vais supprimer ici. Donc client secret, mais par contre, ce que je vais faire, je n'ai pas besoin de toute façon qu'on fait l'authentification via username et un mot de passe avec client secret, vous le désactivez. Alors c'est ce que je vais faire. Donc dans setting, donc je rappelle, je dois être authentifié d'abord en tant que admin. Alors clients. Alors clients, j'ai quoi? J'ai front-end. Alors je dois désactiver client authentication. Voilà. Donc je désactive client authentication, c'est-à-dire il n'y a pas de client secret. J'enregistre. Et je reviens à mon application ici. Et je vais tester. Alors si je tente d'accéder au produit, regardez, il y a quelque chose de bien. Alors ici donc, je suis authentifié, j'arrive bien à accéder au backend. Mais pour qu'on puisse voir, on va faire logout. On va faire logout, on fait encore login, on affiche l'utilisateur authentifié, comme ça on peut voir. Oui? كيدير كل شيء.
Donc c'est ça ce qui est intéressant dans cette solution, pas que ça. Donc le contexte de l'application pour le moment. Et après, il lâche tout le. Regardez le network. Regardez product. Donc vous avez envoyé la requête vers product. Mais si vous regardez. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de créer un intercepteur qui fait son travail. Et si le refresh token a expiré, vous n'avez pas besoin de le faire parce que c'est lui qui le fait. Donc l'adaptateur Keycloak, c'est lui qui fait son travail. Alors, donc ici ça marche, mais pour qu'on puisse voir mieux, on va d'abord revenir, on va changer quelque chose dans notre application ici, parce qu'on va afficher l'utilisateur authentifié. Alors pour afficher l'utilisateur authentifié, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer le formulaire parce que je n'ai pas besoin. Et je vais créer un autre UL de type classe navbar, dans lequel je vais faire un menu. Je vais utiliser un menu. Le menu je le prends. List item, CTRL X. Je le mets ici. Donc, le menu qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ici. Donc, normalement, ici, c'est l'utilisateur authentifié. Là, je vais faire login, logout. Et là, je vais faire login, par exemple. Ça, je supprime. Alors, c'est juste pour avoir de l'interface. Vous voyez ici, donc, j'ai user. Alors, si vous voulez afficher l'utilisateur authentifié, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, c'est très simple. On va juste vers le app component.ts. Dans le constructeur, on va injecter le service Keycloak service. Keycloak service. KS. Keycloak service. Donc vous injectez le service. Donc faire le service qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire en ng init implements, on va implémenter on init. On redéfinit ng on init et on va faire ici un test. If Keycloak service this.Keycloak service is logged in. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que au démarrage de l'application, je vais vérifier si l'utilisateur est authentifié. Je dois charger les rôles. Alors pour charger ces rôles, je vais juste faire ça. Alors vous avez aussi le code dans ce repository, ça vous permet de faciliter le travail. Alors, app component, je vais faire ça. Si login, je vais charger le profil utilisateur. Je vais utiliser this.keycloakservice.loadUserProfile. Si l'utilisateur est authentifié, je vais charger le profil utilisateur. Donc je fais appel à la méthode loadUserProfile, je récupère le profil et ce profil je vais le stocker dans une variable que je vais appeler profile de type any. Donc le profil, c'est là où je vais trouver l'utilisateur authentifié, je peux trouver les rôles, etc. Donc tout ce qui concerne le profil utilisateur, je vais le retrouver ici. Et comme ça, si je fais ce travail-là, directement là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je peux utiliser par exemple un span dans lequel je vais utiliser ngIf. ngIf Keycloak service, ou tout simplement je vais voir si le profil, c'est-à-dire si le profil est chargé, je vais tout simplement afficher quoi? Profile point.
là, ماشي profile. Je vais charger keyclock service point get username. Donc je vais afficher l'utilisateur qui est authentifié. NG. هذا ما تدوش على هذه NG if donc normalement غير la template ici donc il souligne en rouge mais ça marche. Alors regardez ici vous avez user2, c'est-à-dire l'utilisateur authentifié. Maintenant si j'ai ça je dois faire logout. Si je clique sur logout, alors comment faire logout et comment faire login? Alors ici donc je vais faire appel à, je fais ngClick, plutôt click. Quand je clique sur ce logout, j'appelle logout. Et quand je clique sur login, j'appelle login. Alors logout, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais créer une fonction logout. Alors c'est très simple, il suffit de faire appel à keyclock service.logout. Mais quand vous faites logout, vous aurez juste besoin, je vais voir si je me rappelle bien. Alors logout, qu'est-ce que vous faites? Vous faites logout, vous lui transmettez l'origine, vous lui transmettez vous faites logout, mais vous lui transmettez l'origine de l'application, c'est-à-dire l'adresse de l'application. C'est comme si vous mettez http localhost 4200, parce qu'à chaque fois si vous envoyez la requête, il faut spécifier l'origine. Donc c'est window location origin, c'est-à-dire http localhost 4200. Donc c'est comme ça qu'on fait logout. Alors je fais logout, hop, regardez, hop. Donc il a fait logout. Et si je fais ça, je suis obligé de m'authentifier. Pour un E2, donc je m'authentifie avec le 2, donc je suis authentifié, il s'est affiché. Je fais logout. Je m'authentifie avec user 1. Regardez, avec user 1, je n'ai pas le droit. Parce que je n'ai pas le backend. Regardez, si vous regardez, donc vous allez voir cette fois-ci le backend, il vous dit, il vous donne pas l'autorisation. Déjà le front-end déjà il ne voit pas la requête parce que on a dit que pour le front-end, le guard il protège en fait la route, plutôt il la protège avec le rôle admin. Donc pour pouvoir accéder au produit, donc je dois être authentifié avec le rôle admin. Alors ici logout, donc user 2, voilà. Donc c'est important de voir ici quand vous faites une redirection, vous voyez, donc il faut analyser ça, vos authentication. Ben, si vous regardez ici, donc au départ il fait ça. Et après, il fait une redirection vers keyclock account. Vous avez ici voyez. Donc par exemple, l'authentification, vous allez analyser l'URL, c'est très important de l'avoir. Et dans cette URL, vous allez voir avec redirect URI. Donc ici, donc vous voyez, donc ici vous allez trouver client ID. Voilà. Vous trouverez origine. Vous voyez, donc l'origine c'est http 4200. Alors donc si vous analysez, donc c'est pour vous dire que si votre client côté keyclock, si vous n'avez pas valide, si vous n'avez pas autorisé l'URI, ça va pas
marcher. La même chose ici pour les origines. Donc, on a les deux options auxquelles il faut faire attention. Parce que si vous n'avez rien mis là, vous allez voir que, c'est-à-dire, vous aurez un problème d'authentification. Donc, nous avons ça, donc logout. Alors, a priori, donc, vous voyez, donc, on a réglé tous les problèmes. Alors, maintenant, on va profiter maintenant de Keycloak. Je vais profiter de Keycloak, on va lui dire, tiens, par exemple, dans login, authentication. Alors, plutôt, Realm setting. Alors, Realm setting, regardez, login. Je vais lui dire user registration, c'est-à-dire je veux que l'utilisateur s'enregistre. Forgot password, remember me, email as username, etc. Donc je peux facilement activer ça. Si je l'active, si je reviens vers mon application, pour m'authentifier, je fais logout. Si je m'authentifie, regardez, j'ai le formulaire avec register. Je vais m'enregistrer. L'utilisateur, il peut saisir son first name, last name, il s'enregistre, il va choisir le mot de passe, il confirme le mot de passe, il crée un compte. Et quand il crée un compte, maintenant, quand vous créez un compte, par exemple, ici, user 3, avec last name, Yassine, email, user 3 @gmail.com. Alors username c'est user3, mot de passe 1 2 3 4, confirmer 1 2 3 4. Donc là, donc l'utilisateur il vient de s'enregistrer avec user, il est authentifié avec user3. Mais user3, est-ce qu'il a le droit d'accéder? Non. Pourquoi il n'a pas le rôle admin? D'abord, pour le moment, user 3 mais de la user la admin. Donc, comme tu m'as fait Keycloak, il faut indiquer le rôle que vous voulez attribuer par défaut à un utilisateur. Alors, pour faire ça, je ne me rappelle pas où est-ce qu'on le fait. Dans Client Scope. Donc, Client Scope ici. Alors, donc, non, mais chez users. Je pense clients. Vous faites client, le client, donc les rôles. Donc, c'est les rôles client scope. Quel est le rôle appliqué par Advanced? Non, non, c'est pas ça. C'est sûr, non. Le web origin. Alors les rôles, c'est pas ça. C'est pas donc ici. Alors, donc ça va être login, authentication. Alors, authentication, donc require action, donc c'est pas ça. Donc ça doit être Realm setting, login, non, pas login. Voilà, user registration. Donc, user registration, qu'est-ce que le rôle que vous voulez assigner par défaut. Là, je vous fais le rôle user. Si vous donnez le rôle admin, ce qui c'est un utilisateur. Si vous regardez, si je donne user admin, ça veut dire qu'un utilisateur, quand il veut s'authentifier, par exemple, je vais m'enregistrer. Register user 4, donc user 4 ici, un 2 3 4, 1 2 3 4. Vous voyez, donc je suis authentifié, j'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Parce que mais ça, bon, c'est juste pour vous montrer. En fait, maintenant, si vous faites l'authentification front channel, vous allez profiter de tout ce qui est offert par Keycloak. Et parmi les choses qui sont, par exemple, l'utilisateur, il veut consulter son compte. Vous savez, pour consulter son compte, vous allez juste voir, on a les liens
que vous pouvez utiliser. Donc si vous regardez ici donc les URL, par exemple user info endpoint, regardez. Donc il ne permet pas à user info endpoint, c'est le endpoint qui vous permet d'accéder aux informations sur l'utilisateur. Donc ici donc dans cette démo, bon, parce que le temps il est, donc, je crois qu'on a un peu débordé dans le temps, mais il fallait que je termine la partie ADI. Donc voilà, donc vous avez une idée sur comment en fait faire l'authentification. Alors maintenant le dernier point, peut-être si je n'ai pas le droit, il vaudrait mieux cacher le menu. Alors comment le faire? Il suffit d'aller vers ici product et ici vous mettez ngif par exemple keycloak service .get roles, get user roles, include admin. C'est-à-dire ce menu là je vais l'afficher que si je suis admin. Alors faites le halal, donc j'aurai quelque chose comme ça, vous voyez déjà. Alors je suis authentifié, logout. Alors maintenant il me faut login parce que là il est caché. Alors login, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire login? Bah, c'est le dernier point qui reste. Alors je fais login. Alors si vous voulez ici je vais faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire si je ne suis pas authentifié, si je suis authentifié j'affiche le rôle. ngif profile else, donc c'est-à-dire vous pouvez utiliser, si je suis pas authentifié, else login. Et si vous créez un ng template dans id égale login. Dans ce cas-là, vous créez un bouton. Alors, un bouton avec la classe btn success login. Et vous faites ici clic login. Alors, donc login ici. Alors je vais créer donc un login. Alors ici btn. Est-ce que j'ai déjà logué? Alors ici logout. Alors clique login. Bah, je vais créer login. Ici dans App Component. Alors pour login, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour login? Alors login, vous utilisez tout simplement, il vaudrait mieux utiliser en fait une fonction A5 et vous utilisez await this.keycloakService.login et vous lui transmettez le paramètre le voit redirect URI. Alors que vous allez trouver ici, alors c'est ça. l'URI de redirection. Donc redirect URI c'est window location origin. Alors شنو هادشي؟ هاد اللوجين ما عجبوش علاش؟ Peut-être en login. Bon, un login c'est un terme qui existe déjà en login. Je vais l'appeler en login. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? CTRL C. En login. Voilà.
Donc vous allez voir dans votre interface, c'est-à-dire si l'utilisateur n'est pas authentifié, il y a le bouton login. Au login, il fait un login, par exemple, vers... si je fais user 1, vous voyez donc user 1, normal, est-ce que user 1 a le rôle admin? Non. Admin, donc normalement, il ne doit pas s'afficher. Logout, donc login, user 2. دابا ولاو كلهم عندهم ادمين. غنشوفوا هاد الحالة هادي. Alors user 1, regardez, role mapping, il n'y a que le rôle user. Donc le test ici n'est pas bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc on a fait l'affichage get roles includes get user roles. Je vais vérifier ça. Alors un F app component HTML parce que je pense que j'ai déjà fait ça ici. Donc c'est ça. ng if c'est bon, ça marche. Admin. Alors si vous voulez voir ce que je vais faire ici, je vais afficher l'utilisateur authentifié. Get username et je vais afficher également les rôles. Alors pour les rôles, donc ça va être quoi? C'est keycloak get user roles que je vais afficher en JSON pipe JSON. Donc si je suis authentifié, regardez, user 2 il a le rôle admin et user. Je fais logout, je m'authentifie avec user 1. Alors user 1 il a le rôle admin. منين جاب هاد admin user؟ يمكن هذاك ce que j'ai affecté il attribue par défaut avec les rôles. Oui, il faut faire attention. C'est-à-dire que le ouais. Donc avec register on a attribué mais j'ai jamais fait attention à ça. Ouais. Donc مشينا vous voyez c'est user register. Vous avez بحال كتعطيه par défaut les utilisateurs. يعني ce qui est logique. يعني tous les utilisateurs une fois authentifiés كيعطيهم هذا le rôle admin user. Ouais. Alors هذا normalement role mapping. Vous voyez donc même il les ajoute هنا ولكن par défaut il leur affecte. Oui. C'est ça l'explication. Alors donc je vais revenir ici sur ce qui est logique. هو أن role real roles هنا vous faites أشنا هما les rôles. Alors ici donc on va supprimer le rôle admin. Voilà. Alors ici فين supprimer. Unassign, voilà. Tout à fait. Remove. Voilà. Alors je vais me logout. Alors je m'authentifie avec user 1. Maintenant c'est bon. Là, donc il faut faire attention à ça parce que par défaut si vous user registration c'est-à-dire par défaut tous les utilisateurs il leur affecte par défaut il leur affecte les rôles. C'est le rôle par défaut normalement que vous mettez là. Hein? Et
c'est ce que je confirme à travers la petite séquence. Donc, c'est-à-dire ici, register, c'est-à-dire techniquement parlant, tous les utilisateurs enregistrés, ils leur affectent le rôle user. Même si vous les affectez pas de Mac, ils leur affectent le rôle user. Donc, c'est ça la signification. C'est clair? Alors, bon, après, donc, les autres choses, l'authentification OTP, j'en avais parlé. Si vous allez vers un utilisateur, par exemple user 1, regardez, user 1, et ici vous allez affecter required actions et vous faites configure OTP. C'est-à-dire, pour cet utilisateur, je vais faire double authentication. Alors regardez ce qui va se passer maintenant. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que je fais logout, si je m'authentifie avec user 1, regardez, il me demande de saisir un code. Alors maintenant, ici, vous aurez besoin de télécharger l'application Google Authenticator. OK? Google Authenticator. Alors, j'ai ici l'application. Je vais scanner le QR code. Donc, Authenticator. Voilà. J'ai Authenticator. OK? Je vais ajouter un nouveau compte. Plutôt un. Alors, Google Authenticator, Google. Authenticator. Là, voilà. Donc ça c'est Google Authenticator. Vous pouvez la télécharger. Je fais ajouter, scanner le QR code. L'application fait scanner le QR code. Voilà, je vais scanner le QR code. Donc l'application automatiquement, il va scanner le QR code, il va se synchroniser. OK? Et maintenant, ici je vais taper le code. L'application Ecom Web App User 1, le QR code qu'il m'affiche, c'est un code qui change chaque 15 secondes. Ici, donc, c'est 427 8 4 7 6. Vous voyez donc, je suis authentifié et je peux accéder à l'application. Maintenant, si je fais logout, la prochaine fois, si je fais login avec user 1, regardez. Il vous demande un code. Où est-ce que je vais récupérer? Quand je lance l'application, je vais retrouver le code ici. C'est 8. Ça change chaque 15 secondes. Alors ça c'est 5, 5, 6, 83. Ça marche. Donc ça c'est, vous voyez, donc pour faire ce genre de choses, normalement pour les développer, ça prend beaucoup de temps. Mais si vous faites l'authentification via l'interface de Keycloak, vous profitez de toutes ces fonctionnalités. Voilà. Donc ça c'est OTP, l'authentification OTP. Mais par contre, si je suis authentifié en tant que, par exemple, user 2, user 2, il ne me demande pas l'OTP. Pourquoi? Parce que l'OTP, je l'ai configuré uniquement pour user 1. Donc, vous appliquez l'OTP pour l'utilisateur qui est authentifié. Et quand vous lancez l'application, vous allez voir, donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, tout ça, vous allez devoir le tester l'après-midi. Alors, je vais juste désactiver l'affichage des rôles, parce que ça, je vais l'effacer. On n'a pas besoin de les afficher ici. Voilà. Et a priori, donc, ici, il n'y a pas de problème. Donc, si je suis admin, donc j'ai l'accès.
Oui, alors maintenant, une question, une dernière question, et après on va s'arrêter. Oui. Oui? Ok. Alors, alors, si vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. D'accord? Donc, il est quelle heure d'ailleurs? 14. Donc, on va pause déjeuner, 15 heures. Vous allez revenir 15 heures, vous allez revenir l'après-midi. Je vais vous laisser le temps de travail parce que vous avez cet après-midi, d'accord? Et surtout demain. Donc demain, il va falloir travailler sur un exemple pareil, obligatoire. Ça fait? Parce que moi, j'estime que si vous savez faire ça, vous pouvez aller travailler en entreprise. Il y a vraiment développé des applications Spring Angular sécurisées comme ça. Donc alors, bon, j'ai pas dit tout, mais peut-être demain je vais vous ajouter quelques petites parties. Comment personnaliser le formulaire d'authentification? Parce que vous voyez donc, par exemple, les thèmes, n'est-ce pas? Donc les thèmes, vous pouvez, c'est à vous de développer le thème de la page d'authentification. Comme ça, vous allez personnaliser. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les thèmes. OK? Et d'autres possibilités dont je n'ai pas parlé, par exemple, le password policy, authentication, les politiques de mot de passe. Donc l'utilisateur, quand il va choisir un mot de passe, le mot de passe doit respecter une politique de sécurité. Ici, par exemple, il va expirer en combien de jours? Ensuite, le mot de passe, il doit contenir un minimum length, par exemple 8. Je peux ajouter 10. Bon, le mot de passe doit contenir un minimum des caractères. Not username. Le mot de passe ne doit pas être un username. Quoi d'autre? Uppercase. Il doit contenir minimum de 2 caractères majuscules. Lowercase, il doit contenir un minimum de minuscules. Là, c'est compliqué. Les caractères spéciaux, il doit contenir un caractère. Oui, donc ça, c'est des politiques de sécurité enregistrées. Alors, l'utilisateur, quand il va s'enregistrer, quand il va choisir son mot de passe, il est obligé de respecter ces règles. Oui? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui? Oui? Oui. Oui. Non, d'abord si tu veux faire ton travail, ben ça veut dire qu'il faut créer ton adaptateur. Et quand tu as dit comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire l'authentification en backend channel. On va dire un keycloak, un adaptateur. Ben c'est ça. Donc, créer une librairie comme ça, qui est JavaScript, qui fait ce travail. C'est bon? Voilà, donc à 15 heures.